Bonjour à tous et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux samouraïs. Le mot frappe et les images dans votre esprit s'entrechoquent. On pense au chevalier loyal au point de se donner la mort en se faisant seppuku. Bien sûr, on ne peut pas le réduire à cette simple image, d'autant que le mot samouraï est sujet à discussion. Au 8e siècle, le japonais désigne le combattant par les mots tsuwamono ou mononofu, puis par bushi. Si le mot samouraï provient de saburo ou de saburai dès le 10e siècle, il ne signifie certainement pas guerrier. Le samouraï, littéralement celui qui sert, est jusqu'au XVIIe siècle un homme au service de la cour, d'un noble ou d'une administration. D'après l'historien Robert Calvet, ce sont les Occidentaux qui choisiront ce mot au XVIIIe siècle pour qualifier le guerrier japonais. Alors, qui est ce combattant ? Il faut déjà comprendre que le samouraï n'est pas un modèle figé à travers le temps et l'histoire. Il est le produit d'une évolution politique et sociale du Japon depuis plus de 12 siècles. Pour cela, il nous faut revenir aux époques de Nara de 710 à 794 et Heian de 795 à 1185, où le pouvoir impérial n'arrive pas à imposer son autorité sur différentes provinces autour de l'actuel Kyoto. Au XIe et XIIe siècle, nous allons avoir des cadets de familles de fonctionnaires qui, privés finalement de perspectives sociales, vont quitter la capitale pour se mettre au service des gouverneurs de province. Des liens de subordination vont alors se tisser. Ils sont généralement assez riches pour avoir un cheval et habitués à tirer à l'arc. Ces jeunes gens vont constituer des groupes armés, ce sont les Bushidan. Dans la bataille, ils côtoient d'autres combattants qui sont d'origine paysanne. Nous avons ici l'ancêtre du Bushido, le Kubaya no Michi, qui signifie la voie de l'arc et du cheval. Ils vont donc fonder une première idéologie basée sur l'éthique, le courage, l'honneur et la loyauté. Avec la perte de vitesse du pouvoir impérial, les intérêts privés vont l'emporter sur le service de l'État. Les gouverneurs vont abandonner tout ce qui touche au domaine public, aux clans aristocratiques qui vont d'ailleurs en profiter pour se tailler des fiefs, que l'on appelle des han. À la fin du XIIe siècle, les guerres vont entraîner une augmentation des bushi, mais c'est aussi le début du processus d'unification du Japon, et les combattants vont en être les acteurs principaux. En 1192, nous allons avoir l'instauration du shogunat, ou plus exactement Bakufu, qui marque l'avènement d'un gouvernement militaire. Le Japon entre dans l'âge des guerriers, le Buke Jidai. Les structures politiques évoluent, se tournant alors vers une féodalisation de la société. L'aristocratie de cour, qui a toujours refusé de faire couler le sang, se retrouve à côtoyer une aristocratie guerrière qui se forme peu à peu. Celle-ci rassemble des combattants d'élite issus des clans militaires les plus puissants et servent le Bakufu. Certains sont des vassaux, les Gokenin, d'autres vont se mettre à la disposition des gouverneurs militaires des provinces. Les fils de cette aristocratie sont alors élevés dans une philosophie stricte et suivent les préceptes du confucianisme. Ils apprennent plusieurs arts martiaux, mais excellent aussi dans l'art de la calligraphie et des lettres, telles que la poésie. C'est ce que l'on nomme la voie du sabre et du pinceau, le Bunburyo-do. A noter qu'ils sont contraints à une loyauté exemplaire, pouvant les amener à donner leur vie au combat ou au travers un suicide rituel, le seppuku. Le seppuku est l'expression de la loyauté absolue envers son suzerain, mais incarne aussi l'attachement à une forme d'éthique à laquelle le guerrier se doit d'être fidèle jusqu'à la mort. Au cours des nombreuses guerres qu'a connues l'archipel, nombre de samouraïs ont dérogé à la règle en refusant de se suicider, préférant le déshonneur à la vie. En mai 1663, le shogunat Tokugawa met un terme à cette pratique, l'objectif étant de briser les liens féodaux qui nuisaient à son autorité, mais aussi qui faisaient des ravages dans les rangs de l'aristocratie guerrière. En temps de paix, il permet de démontrer une loyauté gravée dans le marbre du Bushido, la voie du guerrier. Mais cette pratique nous instruit d'une philosophie de l'existence. Les vertus du samouraï sont inspirées par le zen et cristallisent son attitude face à la mort. Courage, humilité et détermination. Entre le XIIe et le XIIIe siècle, les bushi abandonnent l'arc pour le sabre. Mais le plus intéressant, c'est qu'intervient au XVe siècle de nouveaux conflits qui vont redistribuer les cartes du pouvoir. Certains sont devenus de véritables seigneurs de guerre qui profitent de la disparition de toute autorité pour plonger l'archipel dans le chaos. Les guerres d'Onin entre 1467 et 1477, mais aussi celles de l'époque dite des provinces en guerre, appelées Sengoku Jidai de 1477 à 1573,
C'est véritablement l'âge des guerriers. C'est un temps où le sabre permet la promotion sociale. Pour rappel, les premiers unificateurs du Japon, les shoguns Oda Nobunaga et Toyotomi Hideyoshi, sont de basse extraction. Ainsi, dans le tourbillon des guerres, certains paysans émergent de la piétaille pour se hisser au sommet de la hiérarchie des bushi. Pour faire simple, au sommet nous avons les hatamoto, des vassaux directs du shogun, puis les fudai daimyo, qui sont des officiers de la noblesse impériale, puis des kukai yoriai, qui sont des hatamoto sans fonction, puis les gokunin, qui sont des gouverneurs de province. Tout en bas de cette échelle sociale se trouve le ji-samurai, les propriétaires terriens, les ashigaru, qui sont des soldats de l'infanterie. Ensuite, nous avons les ronins, des samouraïs sans maître. Et enfin, les haishi, les paysans qui sont soumis à la conscription en échange d'une exemption fiscale. À la fin du XVIe siècle, le shogun Toyotomi Hideyoshi redélimite les classes pour renforcer le contrôle social et maintenir l'ordre. Les paysans sont désarmés, c'est le katana gari, la chasse au sabre, et on interdit aux bushi de participer aux activités agricoles. Ainsi, des milliers de combattants doivent choisir entre la voie du sabre et celle de la bêche. Un bon nombre d'entre eux retournent dans les rizières. Les autres membres de l'aristocratie guerrière rejoignent alors leurs fiefs, les châteaux de leurs suzerains, ou sont contraints de s'installer à Edo, la future Tokyo. C'est d'ailleurs à partir de cette époque que le mot saburo ou saburai commence à prendre sa prononciation moderne. Désormais, la caste des samouraïs est clairement identifiée. Le statut de guerrier est officiellement reconnu, ce qui représente environ 5 à 6% de la population totale. Le sabre devient l'âme du samouraï, mais ironie de la situation, nous sommes dans une période de paix que nous offre l'ère d'Edo. Il n'y a plus aucune guerre à livrer. De 1600 à 1868, sous le shogunat Tokugawa, les samouraïs doivent faire face à la hausse des prix. Pour survivre, ils vont se résoudre à administrer des fiefs ou à se mettre au service de certains seigneurs locaux. Les valeurs confucéennes sont dépoussiérées afin de les engager à s'éduquer. Pour assumer leurs nouvelles fonctions, ils rejoignent des écoles domaniales, des Anko, qui vont alors dispenser une formation aux charges administratives, judiciaires et fiscales. Certains vont aussi se tourner vers des activités commerciales, d'autres deviendront maîtres d'armes, enseignants ou encore médecins. Le double daisho fait son apparition et devient le symbole de leur nouveau pouvoir. Même si le samouraï n'est plus un combattant en activité, ses valeurs sont conceptualisées, structurées, voire exaltées. Les règles du Bushido, la voie du guerrier, trouvent un véritable écho dans cette société sous les Tokugawa. Elle offre une étiquette aux habitants d'Edo. Le samouraï devient un modèle de vertu qui lègue un code d'honneur à tous les Japonais. C'est le début du mythe. Mais en 1868, sous l'ère Meiji, l'ère du gouvernement des Lumières, qui se consacre essentiellement à la restauration du pouvoir impérial, mais aussi à l'instauration d'un pouvoir civil. Celle-ci annonce la fin de cette aristocratie guerrière dont l'agonie va se transformer en légende. Privés du port du sabre en 1876, les samouraïs deviennent des Japonais comme les autres et fournissent la plus grande partie des cadres de l'armée, de l'administration et de l'industrie en développement. Seigo Takamori, seigneur de Satsuma, mènera une ultime révolte dans laquelle il perdra la vie. Il incarne à jamais l'image du dernier samouraï, sacrifié sur l'autel de la modernisation. Seigo Takamori sera réhabilité en 1891 et en 1898 on érigera une statue à son effigie à Tokyo. Mais l'image du samouraï n'est certainement pas morte puisque celle-ci va réapparaître dans les années 1930. La crise économique et les perspectives d'une guerre vont permettre de faire renaître de ses cendres le samouraï, notamment en militarisant la société. Les officiers de l'armée japonaise ressortent les sabres. Le Bushido sera déformé, instrumentalisé pour permettre le sacrifice d'une jeunesse soumise alors à une pression sociale. Je pense notamment au fameux kamikaze, mot qui signifie vent divin, en référence bien sûr au vent qui aurait mis en déroute la flotte de Kubilai Khan et stoppé les tentatives d'invasion mongole en 1274 et 1281. Aujourd'hui, ces principes sont repris régulièrement dans les médias japonais, que ce soit les séries télé, films, romans, mangas et même dans les pièces de théâtre. On met en avant les valeurs du Bushido. Des valeurs morales de cette ancienne caste qui se perpétue aujourd'hui aux nouvelles générations. Alors que les Bushi, l'origine même de ces guerriers, sont exilés dans les livres d'histoire. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis
À la prochaine fois.